Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Au cours de cette autre édition, et comme à notre habitude, nous allons continuer à décrypter, à analyser justement l'information, car la nourriture de l'esprit, c'est l'information, tout le monde le sait, et quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, cartisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Notre grande interrogation du jour, géopolitique, coopération militaire russo-camerounaise, que cherche Washington? C'est notre grande interrogation. Il faut préciser par ailleurs, mesdames, messieurs, que le pays de Joe Biden boude le gouvernement camerounais suite à la signature d'un accord militaire avec la Russie en pleine crise ukrainienne. C'était le 12 avril dernier. Contrairement aux usages diplomatiques qui montrent que les relations entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique sont au beau fixe, celles-ci souffrent néanmoins de quelques perturbations. Depuis la signature de l'accord militaire à Moscou entre le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, Joseph Bétiasomo, et son homologue russe, le général Sergueï Shoïgu, eh bien, les actes et les discours des Américains, mesdames, messieurs, vis-à-vis des Camerounais, un fidèle des fidèles du précaré français, sont teintes d'une velléité de protestation. Eh bien, le 15 avril 2022, 3 jours seulement après la signature de la convention, le président américain Joe Biden a discrètement accordé à 40 000 Camerounais demandeurs d'asile le statut de personnes protégées aux États-Unis. Ces personnes vivant dans la région métropolitaine de Washington, D.C. et en Californie ont introduit la requête dans la mouvance de la crise sécuritaire dans les deux régions. On le dit comme ça anglophone, le nord-ouest et le sud-ouest. Cet avantage demandé par l'avocate haïtienne Guerline Joseph, fondatrice de la Cameroon Advocacy Network, a longtemps été refusé, on va le dire ainsi, aux compatriotes du Cameroun. Dans le même sillage, l'ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, on va le dire du président Donald Trump, ancien vice-chef de mission diplomatique américaine à Yaoundé, Tibor Nagui, a posté un tweet tumultueux, c'était le 20 avril dernier. Ce poste vient en appui de la riposte américaine contre le régime de Yaoundé. Il déclare, je cite, mesdames, messieurs, je n'arrive pas à croire que le gouvernement camerounais ait, dans un timing incroyablement mauvais, signé un accord militaire avec la Russie au plus fort de l'agression en Ukraine. Cela est un piquant sur les yeux des États-Unis et de la France, deux pays dont le Cameroun pourrait avoir besoin de leur aide à l'avenir. Mais tant mieux pour les Ambazoniens. Fin de citation. Je rapporte que ce sont les propos de Tibor Nagui. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin encore. Géopolitique Cameroun. Coopération militaire russo-camerounaise. Que cherche Washington? Comment comprendre Edmond Katé qui nous accompagne ce matin? Edmond Katé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, et merci pour l'honneur que vous me faites de revenir sur ce plateau. Très heureux de vous avoir d'ailleurs ce matin avec nous, Edmond Katé. Je vous reprends d'ailleurs les propos de Tibor Nagui. Je n'arrive pas à croire que le gouvernement camerounais est dans un timing incroyablement mauvais, signé un accord militaire avec la Russie au plus fort de l'agression en Ukraine. Cela est un piquant sur les yeux des États-Unis et de la France, deux pays dont le Cameroun pourrait avoir besoin de leur aide à l'avenir. Mais tant mieux pour les Ambazoniens, c'est son tweet, ce sont ses propos. Tant mieux pour les Ambazoniens. Peut-on dire aujourd'hui que les relations entre les États-Unis et le Cameroun, il y a un gros problème? Steve, pour que vous compreniez très bien ce qui se joue, oui, il faudrait faire un flashback et plonger un peu dans l'histoire pour comprendre très bien ce qui se joue aujourd'hui. Souvenez-vous, dans une édition précédente, je vous ai dit qu'il faut éviter, en géostratégie surtout, il faut éviter une lecture linéaire des événements. Tant que vous ne faites pas des ramifications pour voir comment les événements s'interpénètrent et procèdent les uns des autres, il vous sera difficile d'avoir la parfaite et pleine maîtrise d'un certain nombre d'événements. Il vous sera difficile d'avoir une lecture, ma foi, assez objective et pertinente de certaines déclarations. Parce que, in fine, la question est de savoir quels sont les enjeux. Et ces enjeux procèdent de quel jeu? Oui. Eh bien, je vous ai dit, pour bien comprendre, n'est-ce pas, les enjeux, il faut faire un flashback. Et ça va nous ramener, on va placer le curseur dans les années 1945. 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. Et victoire des Alliés.
Quand on parle des alliés, vous avez en tête la Grande-Bretagne, même si, il faut dire aujourd'hui avec véhémence, mais surtout avec insistance, que le pays qui a permis de donner la victoire, qui a écrasé le nazisme, c'était l'URSS, ce n'était pas les États-Unis. Aujourd'hui, on a refait l'histoire et on a attribué faussement et honteusement, n'est-ce pas, la victoire aux Américains. Mais passons. 1945, fin de la guerre, on met en place un système, ce qu'on appelait le système international. C'est quoi le système international? Le système international induit un certain nombre de choses, notamment le multilatéralisme, le couplage économique et, si vous voulez, la diversité n'est-ce pas, la diversité stratégique des nations. Nous sommes dans les années 45. Mais seulement, ce que vous n'avez pas compris, c'est que dans les années 45, aucun pays africain n'existe véritablement. Les pays africains existent de fait. C'est encore des pays qui sont sous la colonisation, sous tutorat, je vais dire anglais-français, ou alors ce sont des pupilles, je vais dire, soit des Nations Unies, à l'époque, la SDN, la Société des Nations. Voilà comment les pays africains existent. Mais on a placé un système international qui existe, et comme je vous l'ai dit, le système international induit le multilatéralisme. Et dans le multilatéralisme, comme je l'ai dit, vous avez le couplage économique. Ça dit tout simplement que on conçoit qu'aucune économie au monde ne peut s'épanouir de manière autarcique. Aucune économie au monde ne peut poser les bases d'un développement réel sans tenir compte d'une autre économie voisine ou alors lointaine. C'est ça le multilatéralisme. Et à partir de là, on conçoit que les nations également ont cette liberté finalement, n'est-ce pas, de choisir, n'est-ce pas, certaines alliances géostratégiques mondiales pour solidifier leur sécurité et leur souveraineté. Mais seulement, c'est un jeu de dupes qui s'est mis en place finalement. C'est un jeu de dupes parce que dans ce multilatéralisme, il y a une hégémonie qui se met en place, une hégémonie, si vous voulez, un peu occidentale. Mais elle devient occidentale. À la tête de cette hégémonie, il y a les États-Unis qui ont joué un jeu assez perfide dans la Deuxième Guerre mondiale. Je dois vous rappeler que personne n'a autant financé le nazisme que les Américains dans le monde. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Personne n'a autant financé le nazisme que les Américains dans le monde. Et pourtant, ce que l'histoire retient, c'est que ce sont les Américains à la tête des Alliés qui ont défait, n'est-ce pas, le nazisme. Ce qui est faux, je vous l'ai dit. Ce sont les Russes qui ont défait le nazisme finalement. Mais je vous disais que dans ce système de multilatéralisme, c'était un jeu de dupes. Pourquoi? Souvenez-vous qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les nations européennes sont économiquement exsangues, asphyxiées complètement et détruites, si vous voulez, latéralement. Alors, il y a le monde qui est partagé par deux grands blocs idéologiques. D'un côté, le communisme avec à sa tête l'Union soviétique et de l'autre côté, le capitalisme avec à sa tête les États-Unis. Qu'est-ce que les Américains vont faire? Tout simplement, ils vont mettre en place un système de préemption sur les nations occidentales en mettant en place ce qu'ils ont appelé le plan Marshall. Le plan Marshall, pour ceux qui ne le savent pas, c'était ce système d'aide non remboursable concédé, n'est-ce pas, aux nations européennes, du moins celles qui avaient été détruites par la Deuxième Guerre mondiale, et on leur mettait en place des fonds importants de reconstruction non remboursables, mais à une seule condition. À une seule condition, c'est que ces nations se détournent finalement, n'est-ce pas, de l'idéologie communiste pour embrasser de facto l'idéologie capitaliste. C'est ce qui s'est passé. Et depuis lors, voilà comment les États-Unis, les Américains ont réussi à mettre en place un système, n'est-ce pas, si vous voulez, un système unipolaire,
un système monocolore, c'est-à-dire qui draine l'ensemble des autres nations dans le monde. Voilà ce qui s'est passé. Et alors, vous allez vous rendre compte que c'est un système tellement subtil. Je veux dire que la mise en place de ces systèmes s'est faite tellement subtilement que dans les années 60, lorsque les nations africaines accèdent finalement à ce qu'on appelle les indépendances, oui, disons-le comme ça, même s'il faut dire que dans certains coins de l'Afrique, ces indépendances ont beaucoup été plus factices que réelles, mais lorsque ces nations accèdent à ces indépendances-là, elles n'ont presque pas le choix que d'embrasser une idéologie qui est l'idéologie capitaliste. Sauf que c'est un contenu, c'est un contenant que nous avons pris sur nous, oui, sans questionner le contenu. On n'a jamais questionné le contenu. C'est pour ça que, chemin faisant, quand on découvre le contenu du capitalisme, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec nos réalités à nous. C'est un ensemble de choses qu'on nous a vendues, qu'on nous a imposées, n'est-ce pas, sans que nous questionnions fondamentalement sur, finalement, la réalité, le contenu et tout cela. Alors, vous allez vous rendre compte que ça a permis aux Américains d'avoir une mainmise sur, c'est-à-dire que sur le monde entier, et d'imposer finalement une vision qui leur est propre à eux, de tuer ce qui est propre aux autres et de leur imposer ce qui est propre à eux. Ça va continuer ainsi jusqu'à nos jours. C'est pour ça que vous voyez que à chaque fois que vous essayez de vous détourner finalement, ou alors que vous voulez revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la liberté de choisir, n'est-ce pas, un allié, si ça n'arrange pas, si ça ne fait pas le jeu des Américains, tout de suite, vous recevez la foudre, n'est-ce pas, de l'Occident, et vous êtes tout de suite considéré comme rebelle, et on trouve le moyen, finalement, de vous mettre sous le ténoir. C'est ça dont il est question. Vous allez vous rendre compte que le Cameroun a subi les assauts de quelques groupuscules depuis un certain temps. Oui. Ça avait commencé en 2011 avec le Boko Haram. Et on nous a dit que le Cameroun recevait l'assistance militaire d'abord de la France, qui est soi-disant son allié historique. Ensuite, on nous a dit qu'on recevait l'assistance militaire des États-Unis. Mais les gens ne se sont jamais posé la question. Si on a deux grosses puissances, comme les Américains, comme la France, deux grosses puissances, comment est-ce qu'en un an, 2 ans, 3 ans, on n'arrive pas à en venir à bout d'une nébuleuse, finalement, qui ne représente rien, oui, comme le Boko Haram? Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que, après avoir reçu l'assistance des Américains, l'assistance des Français, je dois vous rappeler que au début de cette histoire, la France est venue annoncer à grande pompe comment est-ce qu'elle devait aider le Cameroun à venir à bout du Boko Haram. Ensuite, c'était les Américains. Mais depuis 2011, je dois vous dire que le Cameroun a réussi, avec maestria, certainement à contenir, n'est-ce pas, les velléités expansionnistes du Boko Haram, ça c'est vrai, mais le Boko Haram reste une menace sérieuse pour la sécurité. D'ailleurs, à cause de ce Boko Haram, je dois vous rappeler que la zone, la région extrême nord du Cameroun est déclarée officiellement, économiquement sinistrée. Ça veut dire que c'est une zone dans laquelle, l'outil de production est complètement détruit et donc ça ne participe plus, n'est-ce pas, à la mobilisation, n'est-ce pas, des ressources nationales pour pouvoir aider le Cameroun à faire face à ses engagements. Donc voilà un peu la réalité. Mais posez-vous la question, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi malgré cette assistance technique, militaire et même financière, le Cameroun n'arrive pas à écraser définitivement une petite nébuleuse comme le Boko Haram? Est-ce que c'est parce que le Boko Haram est si puissant que ça finalement? Est-ce que c'est parce que le Boko Haram, dépasse les Américains, dépasse les Français, dépasse en même temps
les nations africaines mises ensemble, Nigeria, Cameroun, Tchad et toutes les nations africaines qui se battent justement au front pour anéantir le Boko Haram, est-ce que c'est ça? Parce qu'il faut qu'on apprenne à se poser des vraies questions dans notre pays. Oui. Pourquoi après, si je prends 2011, nous sommes en 2022, ça veut dire plus de 10 ans, pourquoi on n'arrive pas à finalement, je vais dire, écraser définitivement le Boko Haram? Ça, c'est la question que nous devions nous poser. Et si vous voulez répondre à cette question, allez vous poser la question de savoir pourquoi dans les années 80, précisément en 81, un conflit peut éclater entre l'Iran et l'Irak et durer quand même 8 ans. Parce que ce conflit est allé jusqu'en 89. Pourquoi un conflit peut opposer deux nations entre 81 et 89 pendant 8 ans, et au point où l'Iran en est sorti tellement affaibli, l'Iran également en est sorti tellement affaibli. Qui étaient les conseillers stratégiques militaires des deux nations? Allez vous poser la question. Et donc, il faut savoir que à chaque fois, sur le plan stratégique, il faut trouver des ingrédients pour anéantir militairement et stratégiquement les nations et les rendre plus dominables, plus, n'est-ce pas, plus, je vais dire plus dociles. Pourquoi? Parce que dans les années 80, M. Saddam Hussein, qui avait accédé au pouvoir en 1979, avait réussi à mettre en place un programme économique ambitieux et important. Je dois vous rappeler que Saddam Hussein, c'est la première nation arabe à mettre en place, oui, en Irak, c'est la première nation arabe à créer la plus grande université pour la formation des femmes dans le monde arabe à l'époque. Et il avait un programme économique qui avait réussi à mettre en place un tissu industriel qui lui permettait d'être finalement indépendant d'un certain nombre de pays et de se positionner comme une nation pilote dans la sous-région. Et ça n'avait pas plu, n'est-ce pas, aux dominants du monde. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi le stratagème d'inciter finalement une guerre entre l'Iran et l'Irak qui se discutait le leadership sur, si vous voulez, avec des velléités finalement confessionnelles. Ça dit que tous étaient des musulmans, mais vous aviez, n'est-ce pas, les chiites, vous avez les sunnites de l'autre côté, et finalement on a réussi à surfer sur cette vague confessionnelle-là pour opposer les deux nations au point où elles se sont neutralisées pendant 8 ans sans que personne ne gagne la guerre, avec au milieu les mêmes conseillers, n'est-ce pas, stratégiques qui s'appelaient les États-Unis et qui ont réussi à détruire ces deux nations finalement. Donc, quand vous revenez au Cameroun, lorsque le gouvernement camerounais fait une bonne lecture stratégique des enjeux et comprend finalement que lorsque je reçois les armes, n'est-ce pas, pour combattre Boko Haram, quand je reçois une arme qui a une portée de 500 mètres, en face, j'ai un terroriste qui a une arme d'une portée de 1500 mètres. Finalement, je n'arrive pas je ne peux pas la combattre, je ne peux pas combattre ces terroristes-là. Et donc, ils se rendent compte que celui qui me donne des armes est celui qui donne des armes aux terroristes et qui lui donne des armes plus sophistiquées que ce que je reçois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller ouvrir un autre front, n'est-ce pas, d'alliance, diversifier mes partenariats, oui, aller sur un autre terrain où je peux recevoir, n'est-ce pas, une assistance militaire qui soit, sinon égale, du moins supérieure à celle que j'ai en face, et ce n'est que de cette façon que je peux réussir à vaincre. Parce que vous savez, tenir une guerre pendant 11 ans, si on vous donne les dégâts sur le plan économique en termes de siphonnage du budget de l'État, finalement, vous avez des pays qui ne se relèvent plus jamais. Oui. Et donc, si le Cameroun continue dans cette dynamique, n'est-ce pas, dans une guerre d'usure, finalement, avec, si vous voulez, un fort déploiement, un déploiement important d'hommes sur le front de l'extrême nord, un autre front, n'est-ce pas, au nord-ouest et au sud-ouest. Si vous regardez l'état finalement du tissu macroéconomique camerounais aujourd'hui, vous allez comprendre que si on continue encore comme ça 3 ans,
on ne pourra plus tenir, on sera bientôt en cessation de payer. Voilà pourquoi le Cameroun a pris l'initiative d'avoir une coopération militaire avec la Russie. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faut faire. Je vous poserai donc la question, finalement, à partir de tout ce qu'on a entendu des États-Unis, cela prouve que ce sont eux qui sont à l'origine des problèmes dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est tout simplement comme si vous avez un voisin qui vous donne l'impression qu'il garde votre maison lorsque vous n'êtes pas là, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'à chaque fois, le bandit qui réussit à infiltrer la maison, c'est de chez lui qu'il prend les clés. Oui. Et lorsque vous décidez de mettre un autre gardien, et finalement ce voisin, vous vous rendez compte qu'il devient nerveux tout seul, sans que vous ne lui ayez dit quoi que ce soit. Vous continuez de croire que vous allez entretenir, n'est-ce pas, de bonnes relations, de bon voisinage, que non, il devient nerveux, il vous tient des propos caverneux. Non, le même scénario s'est dessiné non loin de nous, au Mali, et je crois que le Cameroun a tiré les leçons justement du Mali, oui, où un pays comme la France, n'est-ce pas, vient en sauveteur, il vient, n'est-ce pas, comme le chevalier sur son cheval qui vient sauver le Mali, finalement des griffes des terroristes. Armi, en sardine, MNLA et tous ceux qui menaçaient de renverser le Mali et de déstructurer le tissu finalement social, le tissu étatique du Mali. Alors ils arrivent, quand ils arrivent, les terroristes ont occupé le territoire de 20% exclusivement. Ils arrivent et ils installent Barkhane, Serval, Takuba, G5 Sahel, toutes les forces internationales, oui, avec, je vais dire, toutes les stratégies internationales. 8 ans après, les terroristes ont occupé 80% du territoire malien. Je dis bien. Ça, il faut le faire. Oui, les terroristes ont occupé 80% du territoire malien. Et lorsque les Maliens disent, mais non, si on continue dans cette lancée, finalement, même notre propre présidence, qui est l'unique institution la plus souveraine de notre pays, va être occupée. Et donc, il va nous falloir que nous cherchions, n'est-ce pas, d'autres alliés, que nous allions vers d'autres partenariats pour essayer d'en venir à bout de cette histoire. Au lieu que la France applaudisse des deux mains pour dire vraiment, c'est comme si je vous appelle alors que ma maison est en train de cramer sous l'incendie. Ben, vous arrivez quand je n'ai que la petite chambre qui brûle, mais vous éteignez le feu avec moi 8 jours et je me rends compte qu'il ne me reste que le salon, toutes les chambres ont cramé. Quand je dis non, j'appelle d'autres voisins, n'est-ce pas, à l'aide, qui vient avec un seau de sable, qui vient avec un seau d'eau, au lieu que vous applaudissiez en disant bienvenue voisin, venez qu'on aide le voisin à éteindre, le frère à éteindre le feu, oui, vous devenez nerveux, vous menacez même d'attiser encore le feu. Ben, tout le monde, il est évident, n'est-ce pas, qu'on comprenne que en réalité, le pyromane n'est pas loin. Et qu'en fait, à chaque fois que vous portez le seau, il ne s'agit pas d'un seau d'eau, mais d'un seau d'essence. Et que c'est vous qui versez, parce que ça vous permet tout simplement de soutirer tout ce que j'ai dans ma maison comme patrimoine. C'est de ça dont il est question. Et ça, les Maliens l'ont bien compris. Et le Cameroun également. Et le Cameroun l'a compris. Parce qu'avant le Mali, je dois vous rappeler que la Centrafrique avait également compris le jeu, que depuis 40 ans, depuis 60 ans, date, n'est-ce pas, année des indépendances, nous avons un partenaire historique qui est la France, mais jamais le pouvoir centrafricain n'a pu s'étendre au-delà de Bangui. Et même à Bangui, ce n'était pas tout Bangui. C'est-à-dire le pouvoir centrafricain ne se limitait qu'à certains quartiers. Et après... Proche de la présidence de la République. Oui, proche de la présidence de la République. Et après, le reste du pays, soit 1 million de kilomètres carrés, je dois vous rappeler que la Centrafrique, c'est quand même 2 fois le Cameroun. Plus de 2 fois le Cameroun. Et le reste, n'est-ce pas, de la Centrafrique était saucissonné et reparti entre les mains des seigneurs de guerre qui étaient, n'est-ce pas, ravitaillés, armés et entraînés par une puissance qui avait, je vais dire, des aérodromes en pleine forêt et qui pouvait venir prendre qui l'or, qui le diamant, qui, n'est-ce pas, l'uranium. Je dois vous rappeler qu'on a vu des aéronefs français atterrir en pleine forêt, n'est-ce pas, en Centrafrique, et repartir avec de l'uranium. Voilà le multilatéralisme qu'on nous a vendu. Voilà le couplage économique qu'on nous a vendu depuis les années 60. C'est pour ça que je dis que nous avons pris un contenant
mais nous n'avons pas questionné le contenu. Pour terminer justement cet entretien avec vous, Edmond Kuat, et je vous poserai dans la question, comme le Cameroun a embrassé la Russie, le pays devient l'ennemi des États-Unis. Mais c'est tout à fait ça. Vous ne pouvez pas, dans la logique que j'ai décrite, c'est-à-dire une logique, n'est-ce pas, de forte prégnance sur votre nation par les États-Unis, avec un système, ce qu'ils ont appelé le système international. Mais dans ce système, si vous voulez, ils ont réussi à faire du monde une jungle où il y a des prédateurs et il y a des proies. Le prédateur, c'est éternellement eux, ils doivent, n'est-ce pas, se servir des autres. Oui. Leur survie dépend finalement des autres. Et dans cette logique, il n'est pas question, n'est-ce pas, qu'une proie, du jour au lendemain, développe un système de défense qui finalement fait en sorte que le prédateur ne puisse pas, n'est-ce pas, le happer avec aisance. Oui. Alors, lorsque on se rend compte que vous voulez développer ce système de défense-là, soit en vous rapprochant, n'est-ce pas, si vous voulez, de quelqu'un qui est un peu plus puissant et qui a une capacité, qui a démontré une capacité de nuisance, lorsque vous vous rapprochez de cette personne-là, évidemment, on se rend compte que vous pouvez échapper à cette anthropophagie-là et tout ce qu'il faut faire, il faut vous neutraliser. C'est pour ça que M. Tibor Nagui, lorsqu'il dit tant mieux les Amazoniens, c'est tout simplement pour dire que désormais, il faut considérer que les Amazoniens vont être, je veux dire, leur outil, n'est-ce pas, de nuisance qu'ils vont développer. Vous avez très bien compris, par exemple, qu'aujourd'hui, la Russie mène une guerre contre tout l'Occident, alors que l'opération spéciale, n'est-ce pas, militaire, déclarée par le président Vladimir Poutine, c'était contre l'Ukraine. Mais vous avez suivi que le président Biden a demandé quand même un budget de 25 milliards de dollars. Vous savez ce que représente 25 milliards de dollars pour armer et entraîner l'Ukraine? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que je dis aux Africains, soyez attentifs. Ne laissez plus que des choses vous tombent. Si vous mettez un programme d'armement de 25 milliards de dollars en place, ça veut dire que vous nous menez tout simplement à la Troisième Guerre mondiale. 25 milliards de dollars, c'est pour livrer une guerre, n'est-ce pas, qui va faire 5 ans au moins. Ce n'est pas pour livrer une guerre de 2 jours. Et il faut très bien comprendre que la Russie, ce n'est pas une nation qu'on peut défaire facilement, qui peut accepter une défaite comme ça, tout simplement facilement. Ça veut dire que si vous poussez la Russie à ses derniers retranchements, finalement, il va appuyer sur le bouton rouge. Et le bouton rouge, c'est quoi? C'est la guerre nucléaire. Et je dois vous rappeler que la Russie, c'est quand même la première puissance nucléaire et qui a réussi à mettre en place un système d'armement jamais développé dans le monde avec des armes hypersoniques qui, finalement, personne n'a même ce système de défense. Et donc, je me dis, et ça, c'est mon analyse à moi, que ceux qui n'ont pas réussi, je parle là des Occidentaux, des Américains, ceux qui n'ont pas réussi avec les armes biologiques, avec justement la Covid-19, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire décimer le monde entier à partir de la Covid-19, je crois qu'ils sont en train de l'envisager finalement avec une véritable guerre chaude. Et donc, faudrait que nous soyons prêts, que nous nous préparions au pire. Et là, je rejoins le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a dit que nous allons vers la Troisième Guerre mondiale. Et je crois que nous sommes en plein dans la Troisième Guerre mondiale, parce que la co-belligérance qui a cours sur le sol ukrainien aujourd'hui est telle que la Russie mène une guerre contre tout l'Occident, forcément. D'ailleurs, il y a un journaliste français qui nous a rapporté que le commandement militaire aujourd'hui en Ukraine est américain. Les Ukrainiens ne commandent rien. Ils sont tout simplement, et d'ailleurs il n'y a même plus, n'est-ce pas, si vous voyez, l'armée ukrainienne a été complètement défaite, et donc tous ceux que vous voyez sur le front, c'est des Français, c'est des légionnaires français, anglais, allemands, américains et autres. C'est toute cette, n'est-ce pas, tout ce brassage là finalement qui se retrouve au front, et il faut le dire avec crainte que si ça continue comme ça, nous allons finalement vers une confrontation mondiale. Et donc pour dire que le Cameroun avait tout à fait le loisir de choisir, et librement, parce que c'est ce que consacre le multilatéralisme finalement dans le système international. Oui. Le Cameroun avait tout à fait le loisir
de choisir, n'est-ce pas, son allié. En fait, la personne que le Cameroun pense la mieux à même de l'aider à se défaire de cette menace sécuritaire qui plombe, je vais dire, l'épanouissement de son économie. Sauf que, comme je l'ai dit, dans le système, finalement, je vais dire, de jungle international qui a été mis en place, avec, n'est-ce pas, le Cameroun dans la lignée des proies, oui, et les Américains, les Occidentaux dans la lignée des prédateurs, on ne peut pas poser un tel acte sans égratigner le grand prédateur qui est aux aguets et qui n'attend que d'avaler sa proie, n'est-ce pas, si elle se rend compte que la proie finalement veut se positionner en prédateur, il faut le happer rapidement et en finir avec. Merci à vous, Edmond Kati, d'avoir été avec nous ce matin. Ok, vous dis merci. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette parole aux panafricanistes. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous, mais surtout, restez sur notre chaîne Panafricaniste TV, la chaîne des panafricanistes.